Mon béguin, Lucia, m'a attrapé la main après le cours de chimie et m'a supplié de ne surtout pas regarder lorsqu'elle diffuserait en direct sa tentative de suicide, prévue pour la 3e heure le lendemain. J'ai fini par appeler les secours, espérant lui sauver la vie. 3 ans ont passé, et le jour de la remise des diplômes, elle a glissé un mot dans mon casier. Tu m'as volé mon choix. Maintenant, je vais tout te prendre, morceau par morceau, jusqu'à ce que tu comprennes ce que c'est que de perdre le contrôle. J'avais 15 ans quand Lucia, pour qui j'avais le cœur qui battait depuis la 6e, m'a tiré à l'écart à la sortie du labo de chimie. On partageait tout depuis des années. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, a-t-elle murmuré, fuyant mon regard avec ses beaux yeux. Une seconde, j'ai cru qu'elle allait m'inviter au bal. J'avais rassemblé mon courage depuis des semaines, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a glacé. Tout ce que tu veux, j'ai soufflé. C'est là qu'elle m'a parlé de vendredi, des mois qu'elle avait passé à tout préparer, des profs qui fermèrent les yeux sur ses appels à l'aide, de ses parents qui ne voyaient que ses notes, de l'arme de sa mère qu'elle avait trouvée dans le tiroir fermé à clé. Elle voulait en finir, en public, en diffusant la scène pendant la 3e heure, quand Madame Liliane ferait cours, quand Monsieur Cole serait en salle des profs, quand tous ceux qui l'avaient laissé tomber devraient regarder. Elle voulait qu'il garde cette image en tête, qu'il ne puisse jamais l'oublier. Mais toi, non, a-t-elle insisté en serrant ma main. Ne regarde pas, tu es le seul qui m'a jamais vraiment vu. Je suis restée pétrifiée, la sensation de ses doigts entremêlés aux miens comme dans mes rêves, sauf que je n'avais jamais imaginé ça, pas comme ça. Lucia, tu ne peux pas, j'ai murmuré. C'est la seule façon qu'ils comprennent, a-t-elle répliqué. La seule façon de faire bouger les choses. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je fixais son Instagram, enchaînant les photos où son sourire s'arrêtait toujours avant les yeux. Est-ce que j'aurais dû voir les signes ? Elle ne mangeait plus le midi, portait des manches longues même quand il faisait chaud, publiait des poèmes magnifiques mais si sombres. Je pensais à Madame Liliane, stricte mais maman de 3 enfants, à Monsieur Cole le nouveau, qui faisait de son mieux, aux autres élèves qui assisteraient à la scène en direct, au traumatisme qui secourait le lycée comme une onde de choc. Mais Lucia me faisait confiance, elle m'avait choisi pour se confier, et ça devait bien vouloir dire quelque chose, non ? À 3 heures du matin, j'écrivais puis effaçais des messages pour elle, rongés par le doute. Et si je faisais pire ? Et si elle ne me pardonnait jamais ? Et si je gâchais tout avec la seule fille qui m'avait donné l'impression d'exister ? Puis j'ai imaginé l'autre issue, son bureau vide en chimie, ses parents à un enterrement au lieu d'une remise de diplôme, une vidéo en direct impossible à effacer. Tout ça parce que je n'aurais rien dit. À 5 heures, j'ai fini par composer le numéro de la ligne d'écoute. On m'a mis en relation avec la police. J'avais la gorge serrée en racontant tout, et l'agent, d'un ton soudain plus grave, m'a demandé des détails. Le nom de Lucia, son adresse, l'heure exacte qu'elle avait évoquée. « Tu lui sauves la vie », a-t-il dit. J'avais plutôt l'impression de la trahir. À 7h30, ils sont arrivés chez elle, juste au moment où elle installait son téléphone dans sa chambre. Les comprimés étaient déjà alignés, la lettre posée à côté. Les infos locales ont évoqué une intervention pour raison de santé mentale, le proviseur a promis plus de moyens, des psychologues, du changement. Nos noms n'ont jamais circulé, mais Lucia savait que c'était moi. Elle n'est pas revenue en cours pendant 2 mois. À son retour, elle m'a ignoré. Mes messages sont restés sans réponse. Entourée de nouveaux amis qui faisaient le bloc autour d'elle dans les couloirs, elle m'évitait comme si j'étais invisible. J'ai entendu les rumeurs, que je l'avais trahi, que j'avais brisé sa confiance, que je n'avais pas supporté d'être rejeté. Le lycée a changé. 2 nouveaux conseillers, un programme de soutien entre élèves, formation des profs aux signes d'alerte. Tout le monde me disait que j'avais pris la bonne décision. Mais au fond, j'avais juste l'impression d'avoir tout perdu. 3 ans plus tard, le jour du diplôme, j'ai découvert un mot dans mon casier. J'ai tout de suite reconnu l'écriture de Lucia et, en lisant, j'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. Quelques phrases, mais chaque mot était une lame. Tu m'as volé mon choix. Tu m'as forcé à vivre alors que je voulais mourir. Maintenant, je vais tout te prendre, morceau par morceau, jusqu'à ce que tu comprennes ce que c'est de perdre le contrôle de ta propre vie. Ce n'est pas fini. Elle. J'ai glissé le mot dans ma poche, les mains tremblantes. La cérémonie commençait dans 20 minutes. Mes parents déjà installés dans l'auditorium, ma toge et mon chapeau prêts dans mon casier. Mais je ne pensais plus qu'à Lucia, quelque part dans le bâtiment, qui préparait sans doute quelque chose. J'ai traversé les couloirs à toute allure, scrutant chaque salle, chaque toilette, sans rien trouver. Le lycée était étrangement vide. Tout le monde s'était déjà rassemblé dans l'auditorium. Mes pas résonnaient fort alors que je fouillais pièce après pièce, le cœur battant de plus en plus fort. Et puis je l'ai aperçue. Elle se tenait au bout du couloir, en toge, me tournant le dos. Quand elle s'est retournée, son visage était fermé, glacé, presque calculateur. Elle a levé son téléphone et a lancé un enregistrement. Je suis resté comme figé. Elle s'est approchée lentement, cambrant le portable pour bien filmer mon visage. Quand elle a été suffisamment près, j'ai reconnu le parfum de vanille d'il y a 3 ans. Elle a pris la parole assez fort pour la vidéo. « Pourquoi tu me suis ? Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. » Je me suis apprêté à répondre, mais elle s'est penchée vers moi, baissant la voix pour que seul moi puisse l'entendre. Un mot et je crie. Tu crois qu'ils croiront qui ? La fille qui a failli se suicider à cause du harcèlement ou le garçon qui l'a trahi ? Elle a reculé, reprenant un ton fort pour la caméra. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas d'ennui.
Puis elle est partie, me laissant là, tétanisée. J'ai compris ce qu'elle faisait. Elle fabriquait une histoire, des preuves. Mais de quoi au juste? J'ai assisté à la cérémonie, incapable de me concentrer. Chaque fois que je regardais la foule, je croisais le regard de Lucia, assise 3 rangs devant, entourée de sa famille, l'image même de la survivante qui se reconstruit. Quand son nom a retenti, elle a eu droit à une ovation. La fille qui avait surmonté toutes les épreuves, l'incarnation de la réussite. Quand ce fut mon tour, les applaudissements étaient polis, presque gênés. J'ai croisé des regards lourds de souvenirs. Certains n'avaient pas oublié les rumeurs d'il y a 3 ans. Le garçon qui avait prévenu la police pour sauver une fille vulnérable, le traître. Après la cérémonie, mes parents tenaient à immortaliser le moment. En posant devant le panneau du lycée, j'ai remarqué Lucia, toujours en arrière-plan sur chaque cliché, l'œil braqué sur moi, son téléphone à la main en train de filmer. Ma mère a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien, mon chéri ?» J'ai esquissé un sourire, hoché la tête. Mais qu'aurais-je pu dire? Que la fille à qui j'avais sauvé la vie me harcelait désormais, qu'elle m'avait menacé. Ils auraient pensé que j'inventais tout, ou pire, que c'était moi le harceleur. Les jours suivants se sont écoulés dans le tourbillon des fêtes de fin d'année et des préparatifs pour la fac. J'ai tenté d'oublier Lucia, me persuadant qu'elle s'était juste laissée emporter par la colère, que ça finirait par passer. Mais les publications ont commencé à fleurir. D'abord, c'était presque anodin. Une photo sur Instagram prise pendant la fête de remise des diplômes de quelqu'un où l'on m'apercevait à l'arrière-plan, le regard tourné vers Lucia. La légende, super soirée, même si certains ne savent pas quand il est temps de partir. Puis, une vidéo a déboulé sur TikTok. Des images de vidéosurveillance du lycée me montraient soi-disant en train de la suivre dans le couloir. Mais la vidéo avait été trafiquée, coupant la partie où elle m'attendait, ne retenant que celle où je marchais derrière elle. Les commentaires étaient sans pitié, comportement inquiétant. Voilà pourquoi elle a failli... Vous voyez, certains garçons supportent mal le rejet. J'ai signalé la vidéo, mais d'autres surgissaient sans cesse, toutes soigneusement montées pour me faire passer pour un obsédé incapable de la lâcher. Mon Instagram a été envahi de messages d'insultes venus d'inconnus, mon Facebook bombardé de demandes d'amis de faux profils. J'ai voulu joindre des amis communs, mais Lucia les avait déjà prévenus, leur avait montré les vidéos et raconté que je la poursuivais, qu'elle avait peur. Ils l'ont cru, évidemment. Pourquoi aurait-il douté? Elle était la victime, celle qu'on avait failli perdre. Mes parents ont commencé à s'inquiéter de mon état. J'étais constamment sur les nerfs, l'œil rivé à mon téléphone, incapable de dormir. Ils m'ont demandé ce qui se passait, mais je n'arrivais pas à mettre de mots sur le cauchemar qui avait pris la place du souvenir héroïque. 2 semaines après la remise des diplômes, alors que je faisais des courses, j'ai ressenti ce regard dans mon dos. Je me suis retourné. Lucia, au bout du rayon, téléphone dégainé, m'a adressé un sourire puis un signe de la main avant de tapoter sur son écran. Quelques secondes plus tard, mon portable a vibré. Une photo de moi devant le rayon des céréales, accompagnée de la légende. Il ne peut même pas faire ses courses sans me suivre. Ça commence à devenir inquiétant. J'ai laissé mon chariot sur place et suis parti aussitôt, mais le mal était fait. Quand je suis rentré, la photo circulait déjà sur le groupe Facebook de la ville. Les commentaires fusaient. Il fallait appeler la police, protéger Lucia, agir contre ce garçon. Ma mère m'attendait dans la cuisine, livide, l'ordinateur allumé devant elle. « Il faut qu'on parle », a-t-elle lâché. Elle avait tout vu, les publications, les vidéos, les commentaires. Elle voulait comprendre. J'ai tenté d'expliquer, mais même moi, ça me paraissait absurde. Une machination de la part de celle que j'avais sauvée, des vidéos truquées, des rencontres mises en scène. Ma mère voulait me croire, je l'ai senti, mais le doute s'est immiscé. Elle m'a demandé pourquoi Lucia ferait ça, ce qu'elle aurait à y gagner. J'ai montré le mot reçu le jour de la remise des diplômes, mais il n'était pas signé, il aurait pu venir de n'importe qui. Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit, le regard rivé à l'écran de mon téléphone, assistant en direct à l'effondrement de ma réputation. Les amis me supprimaient, des connaissances de la fac me bloquaient. 3 ans à être le héros se dissipaient, remplacés par une image bien plus sombre. Puis un détail m'a frappé. Sur l'une des vidéos, dans le reflet d'une vitre, on distinguait un autre téléphone, quelqu'un en train de filmer. Lucia n'agissait pas seule. J'ai fait une capture d'écran zoomée, visage flou mais familier. Marcus Roival, un des nouveaux amis de Lucia, celui qui s'était montré le plus virulent pour la protéger de moi. J'avais enfin une vraie preuve. Mais qu'en faire? Qui me croirait? Je me demande à quoi pense vraiment Lucia avec toute cette histoire de vengeance. Elle prépare ça depuis longtemps, c'est évident. Mais pourquoi avoir attendu 3 ans? Le timing m'intrigue. Peut-être qu'autre chose se passe dans sa vie en ce moment. Et surtout, quel est son but final? Dans le mot, elle affirmait qu'elle me prendrait tout, morceau par morceau. Ma réputation était déjà en lambeaux. Qu'est-ce qui allait suivre? Mon téléphone a vibré. Un nouveau message, cette fois d'un numéro inconnu. Ce n'est que le début. Bonne nuit. Il y avait une photo de ma maison, prise de l'autre côté de la rue, ce soir même. J'ai sursauté, me suis précipité à la fenêtre. La rue était vide, mais je savais qu'elle était là, quelque part.
à m'observer, à préparer la suite. Et il ne me restait plus beaucoup de temps pour trouver comment l'arrêter. J'ai couru réveiller mon père, qui a d'abord grogné en regardant l'heure, puis s'est redressé d'un bond en voyant mon visage. Je lui ai montré la photo, tout expliqué aussi vite que possible. Il a attrapé une lampe torche et est sorti inspecter le quartier, pendant que ma mère appelait la police. Les agents sont arrivés en moins d'un quart d'heure, ont pris ma déposition, examiné la photo, fouillé les environs. Ils n'ont rien trouvé, aucune trace, rien qui prouve qu'on était venu. L'un a suggéré que la photo avait pu être prise plus tôt dans la journée, programmée avec un minuteur. L'autre a demandé si j'avais eu des problèmes récemment avec quelqu'un. J'ai tenté d'expliquer pour Lucia, de montrer les publications et les vidéos, mais je voyais bien à leur regard qu'ils avaient du mal à y croire. Un agent a isolé mes parents pour leur parler. Je n'ai rien entendu de la conversation, mais j'ai bien vu le regard inquiet de ma mère qui se tournait vers moi. Après, ils sont venus me voir et m'ont demandé de m'asseoir. Mon père a suggéré que je devrais peut-être consulter quelqu'un, un psychologue par exemple. Ma mère, elle, a expliqué que le stress du bac et l'entrée à la fac pouvaient parfois avoir des effets inattendus selon les personnes. Ils ne m'ont jamais dit clairement qu'ils ne me croyaient pas, mais ils ne m'ont pas assuré du contraire non plus. J'ai passé le reste de la nuit sans fermer l'œil, à rafraîchir compulsivement les réseaux sociaux. De nouvelles publications apparaissaient en continu. Des photos prises sous tous les angles au supermarché, sans même que je m'en rende compte, ou encore des vidéos de la cérémonie où l'on me voyait regarder Lucia. Tout semblait orchestré pour appuyer la version de l'obsession. Au petit matin, j'avais 17 appels en absence d'amis, pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me dire d'arrêter, de laisser Lucia tranquille ou d'aller consulter. Même mon meilleur ami du collège m'a envoyé un long message pour me dire à quel point il était déçu, qu'il n'aurait jamais cru ça de ma part. J'ai décidé de réagir. J'ai compilé un document avec tous les horaires, détaillant comment les vidéos avaient été coupées, en mettant en avant les incohérences. J'ai rédigé un long message où j'expliquais ma version des faits, comment j'avais sauvé la vie de Lucia, le mot « tout ». Moins d'une heure après, ma publication avait disparu, signalée pour harcèlement. Mon compte a été temporairement suspendu pour non-respect des règles de la communauté, alors que de son côté, Lucia continuait de publier sans problème, engrangeant toujours plus de vues, toujours plus de commentaires agressifs à mon encontre. Mon entrée à la fac, prévue dans 3 jours, que j'attendais depuis des mois comme une chance de repartir à zéro dans une ville à 2 heures d'ici, où personne ne connaissait mon histoire, me semblait soudain compromise. J'avais peur que tout cela me suive là-bas aussi. Cet après-midi-là, je suis allé au centre commercial pour acheter ce qu'il me fallait pour ma chambre universitaire. Je marchais tête baissée, évitant de croiser le regard de ceux qui pourraient me reconnaître. J'étais en train de charger mes sacs quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Marcus Roival, entouré de 2 autres garçons du lycée. Ils n'avaient rien d'hostile, ils étaient juste là, à m'observer. Marcus a brandi son téléphone, non pas pour filmer, mais juste pour me montrer l'écran. Une conversation de groupe baptisée « Protéger elle », où plus de 50 personnes échangèrent sur mes déplacements, partagèrent des alertes, organisèrent des interventions au cas où je m'approcherais trop de Lucia. Certains messages venaient de parfaits inconnus qui avaient rejoint la cause après avoir vu tourner les vidéos. Marcus a rangé son téléphone, puis ils sont partis, sans dire un mot. Le message était clair, j'étais désormais sous surveillance, visé par tout un réseau convaincu que je représentais un danger. Je suis rentré chez moi complètement sonné. Ce n'était plus juste entre Lucia et moi. Elle avait lancé un mouvement, s'érigeant en symbole de la résilience, tandis que moi, j'incarnais tout ce qu'on reproche aux garçons incapables d'accepter un refus. La vérité n'avait plus la moindre importance. Ce qui comptait désormais, c'était l'histoire qui circulait. Ce soir-là, ma mère est venue frapper à ma porte, les yeux rougis par les larmes. Quelqu'un avait alerté son travail qu'elle avait un fils dangereux. Son patron l'avait convoqué, pas encore pour la sanctionner, mais il lui avait conseillé de s'éloigner un temps, que ça se tasse. Mon père, lui, était assis dans le salon devant son ordinateur, l'air préoccupé. Il m'a montré ce qu'il avait trouvé, un site internet entièrement dédié à me dénoncer. Toutes les vidéos y étaient, des photos, des captures d'écran de conversations prétendument inquiétantes que j'aurais tenues. Ces échanges étaient faux, mais plausibles. En bas du site, un compteur affichait, jour depuis le dernier incident, 0. Il se réinitialisait à chaque fois que quelqu'un signalait m'avoir croisé près de Lucia, même si je faisais simplement ma vie. Mes parents essayaient de m'aider, mais je voyais bien qu'ils touchaient leurs limites. Ma mère me demandait sans cesse si je ne leur cachais pas quelque chose. Mon père, lui, a suggéré que je reporte peut-être mon entrée à la fac d'un semestre, le temps que ça se calme. Ce doute dans leur voix me blessait plus que toute la haine déversée en ligne. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Il me fallait des preuves, des vraies, pour montrer que Lucia était derrière tout ça. J'ai commencé par Marcus Roival. J'ai retrouvé ses profils sur les réseaux, fouillé dans ses anciennes publications. 3 mois plus tôt, au retour de Lucia au lycée, sa façon de communiquer avait changé du tout au tout. Il ne parlait plus que de santé mentale, de prévention du suicide, de protection des survivants. À chaque fois qu'il mentionnait Lucia, il glissait un détail, un hashtag, une phrase calculée. En creusant, j'ai trouvé des liens entre Marcus et les autres qui postèrent le plus sur mon compte. Tous étaient redevenus amis avec Lucia à la même période. Tous utilisaient le même vocabulaire dans leurs messages. C'était réfléchi, coordonné.
Puis je suis tombé sur une photo prise lors d'une fête, 2 semaines avant la cérémonie. En arrière-plan, à peine visible, l'ordinateur portable de Lucia affichait un document intitulé « Projet Restauration ». J'ai zoomé autant que j'ai pu. On distinguait des étapes, des échéances, des objectifs. Pas grand-chose, mais c'était un début. J'ai sauvegardé tout ça, créé mon propre dossier de preuves, mais je savais qu'il m'en fallait plus. Une confirmation venant de l'intérieur. J'ai pensé à Sarah, une fille de la classe de chimie, amie avec Lucia avant que tout n'explose. Elle faisait partie des rares à ne pas avoir pris de parti dès le début. Peut-être qu'elle m'écouterait. Je l'ai retrouvée à la librairie du centre-ville. Dès qu'elle m'a vu arriver, son visage s'est fermé, mais elle n'a pas fui ni appelé au secours. Je me suis approché doucement, les mains bien en évidence, gardant mes distances. Je lui ai demandé si on pouvait discuter. Elle a hésité, a jeté un coup d'œil autour du magasin désert, puis m'a fait signe de la suivre au fond. On s'est assis à une petite table de lecture et elle laissait rester tendue, prête à partir au moindre geste brusque. J'ai pris le temps d'expliquer toute l'histoire aussi posément que possible. Le mot, les vidéos, toute la coordination. Sarah m'a écouté sans broncher, sans m'interrompre. À la fin, elle est restée longtemps silencieuse avant de me confier quelque chose qui m'a glacé. Lucia l'avait contactée plusieurs mois plus tôt pour lui proposer de rejoindre ce qu'elle appelait son projet de reconstruction. Elle lui avait présenté ça comme une façon de reprendre la main, de démontrer que les survivantes pouvaient s'affirmer. Pourtant, certains aspects l'avaient mise mal à l'aise. Il était question de justice, de faire prendre conscience aux gens des conséquences de leurs actes, de donner des leçons. Sarah avait décliné, et Lucia avait aussitôt coupé tout contact. À présent, Sarah voyait les dégâts sur Internet et elle était terrifiée, non pas par moi, mais par ce que Lucia était capable de mettre en œuvre. Elle a accepté de m'aider, mais avec la plus grande prudence. Elle avait encore accès à certains groupes de discussion, pouvait voir comment ça s'organisait en coulisses. Elle m'a d'ailleurs averti que Lucia était aussi brillante que méthodique, qu'absolument tout était orchestré pour avoir l'air spontané, naturel. Ceux qui l'assistaient étaient intimement persuadés de défendre une victime. Les jours suivants, Sarah m'a fait passer des infos. Lucia avait tout planifié minutieusement. D'abord l'isolement, me couper de tous mes soutiens. Puis l'escalade, m'accuser de comportements de plus en plus graves. La 3e étape, appelée résolution, restait mystérieuse, Sarah n'ayant pas réussi à en percer les détails. De mon côté, je vivais dans une angoisse permanente. À chaque sortie, je me faisais photographier. Tous mes gestes étaient scrutés, déformés. Mes parents étaient sous pression de tous côtés. Des amis de toujours prenaient leur distance. Même l'université où j'étais censé aller m'a appelé, inquiète des signalements reçus. Puis, Lucia a fini par commettre une erreur, trop sûre d'elle. J'étais à la station-service lorsqu'elle est arrivée, comme à son habitude, téléphone à la main. Cette fois, elle s'est approchée et, à voix basse, tout en feignant d'écrire un message, elle m'a lancé « Tu peux tout arrêter. Il te suffit de reconnaître publiquement que tu m'as sauvé pour de mauvaises raisons, que tu étais obsédé par moi, que tu as piétiné mon autonomie. J'ai rédigé une déclaration. Si tu la publies, si tu fais une vidéo où tu l'assumes, j'arrêterai tout. J'ai voulu savoir pourquoi elle faisait ça. Son visage s'est fermé. Tu m'as volé mon choix, mon moment de contrôle. Tu as fait de moi une victime, une statistique, une fille à sauver. 3 ans à être considérée comme du verre brisé, et tout ça par ta faute. Maintenant, je reprends le dessus en montrant à tous qui tu es vraiment. J'avais enregistré la scène discrètement avec mon téléphone dans la poche. La qualité du son laissait à désirer, mais on reconnaissait bien sa voix, ses propos. J'avais enfin une preuve. Pourtant, impossible de m'en servir. L'enregistrement était trop brouillé, trop facile à remettre en cause. Lucia en a tout de suite profité, accusant que je fabriquais de fausses preuves. Preuves supplémentaires selon elle de ma dangerosité et de mon désespoir. Le harcèlement a redoublé d'intensité. Mes parents n'ont pas tenu le choc. Ma mère a été mise en congé d'office. Et puis, Marcus a débarqué, téléphone en main, façon chasseur de primes des réseaux sociaux. Le summum du drame moderne. Oubliez les fourches et les torches. Aujourd'hui, ce sont les groupes de discussion et la géolocalisation qui servent à bannir les gens. Les clients de mon père l'appelaient, inquiets. Mes parents m'ont fait asseoir pour me suggérer d'aller vivre un temps chez ma tante, dans un autre département, le temps que l'orage passe. J'ai compris que c'était précisément ce que Lucia cherchait, me pousser à l'exil, me faire fuir. Mais je n'avais plus vraiment le choix et ma famille souffrait trop. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Cette nuit-là, Sarah m'a envoyé un message urgent. Elle avait enfin trouvé quelque chose sur la fameuse phase 3, la résolution. Ça devait se produire la semaine suivante, juste avant mon départ pour la fac. Elle ignorait les détails exacts, mais tout pointait vers une confrontation finale, un événement qui graverait à jamais la version de Lucia dans la tête des gens. J'ai passé la nuit à Gamberger. Lucia avait tendu un piège parfait, me défendre me ferait passer pour coupable. Fuir aussi, rester sans rien faire, laisser le harcèlement continuer jusqu'à l'explosion. Ma famille était à bout, mon avenir s'effondrait. Et là, un souvenir m'est revenu. Les caméras de sécurité du lycée, celles qui avaient filmé les images trafiquées où l'on me voyait soi-disant suivre Lucia. Les vidéos complètes, non coupées, prouvèrent la vérité, montreraient que c'était elle qui m'attendait, qui orchestrait la rencontre. Le problème, c'était d'y avoir accès. Le lycée était fermé pour l'été.
Impossible de débarquer pour demander les enregistrements. Mais je connaissais peut-être quelqu'un qui pouvait m'aider. Monsieur Cole, ce professeur que Lucia voulait chambouler avec un direct sur Internet. Il était encore sur place pour des cours d'été. Je lui ai envoyé un mail en expliquant la situation avec précaution. Sans trop y croire, j'ai reçu une réponse dès le lendemain. Il voulait me voir. On s'est retrouvés dans un café de la ville voisine. Monsieur Cole avait l'air éreinté, bien plus âgé que dans mes souvenirs. Il m'a expliqué qu'il suivait ce qui se passait en ligne et que, selon lui, quelque chose clochait. Il connaissait Lucia et moi. Il savait de quoi nous étions capables. Il ne pouvait pas me transmettre les vidéos directement, mais il pouvait les demander officiellement en lien avec une révision des protocoles de sécurité du lycée. Ça prendrait du temps, mais c'était déjà une lueur d'espoir. Pendant qu'on discutait, il a évoqué un détail qui m'a marqué. Après son retour au lycée, Lucia avait écrit un essai pour son cours sur la reconquête du pouvoir après un traumatisme. Il avait été impressionné par sa plume, mais troublé par certains passages sur la justice, l'équilibre, la nécessité que ceux qui vous blessent comprennent la douleur. Il en avait gardé une copie, comme il le faisait avec tous les travaux préoccupants. Impossible de me le montrer directement, mais il a suggéré que si jamais la justice s'emparait de l'affaire, ce texte pourrait peser dans la balance. Je suis reparti de là avec le premier vrai espoir depuis des semaines, tout en sachant que le compte à rebours était enclenché. Les avertissements de Sarah sur la phase 3 me hantaient. Lucia préparait quelque chose de lourd, quelque chose de définitif. Les jours suivants ont été un vrai tourbillon de préparatifs. J'ai tout consigné du mieux possible, tandis que Sarah poursuivait prudemment ses recherches. Petit à petit, même mes parents, pourtant sceptiques, ont fini par entrevoir les schémas que je leur signalais depuis le début. Tout était trop bien orchestré, chaque montée en tension parfaitement calculée. Quand Sarah a mis la main sur les données de la phase 3, tout s'est accéléré. Lucia prévoyait une confrontation finale, montée de toutes pièces, dans laquelle j'aurais eu le mauvais rôle, celui de l'agresseur. Tout était prévu, jusqu'au témoin prêt à filmer la scène. Elle connaissait mes habitudes et savait exactement où me trouver. Ce devait être la preuve irréfutable de ma prétendue dangerosité, l'ultime justification pour aller plus loin. Mais le fait d'avoir percé son jeu me donnait enfin l'avantage. Pour la première fois, je pouvais anticiper, éviter l'endroit où elle m'attendait, choisir mes propres témoins. J'ai pu retourner son piège contre elle. Le jour J est arrivé plus vite que prévu. J'étais censé être à la banque ce matin-là, une info que Lucia avait obtenue par ses réseaux. À la place, j'ai demandé à mon père d'y aller à ma place et je suis resté à la maison. Comme prévu, il m'a raconté en rentrant avoir vu Lucia sur place, entourée de plusieurs personnes, toutes postées à des endroits stratégiques, téléphone à la main. Ne pas m'être déplacé a sûrement dû la rendre folle de rage, voyant son plan si soigneusement préparé tomber à l'eau. Mais je savais qu'elle s'adapterait, qu'elle trouverait une nouvelle occasion. L'après-midi même, elle a tenté un geste désespéré. Elle s'est présentée chez moi. J'étais dans ma chambre quand la sonnette a retenti. Ma mère a ouvert la porte et j'ai reconnu la voix de Lucia, douce, faussement inquiète. Est-ce qu'il est là ? Je me fais du souci pour lui. J'ai entendu dire qu'il traversait une mauvaise passe. Je voulais apaiser la situation. Ma mère, qui espérait encore une réconciliation, l'a laissé entrer. Je les ai entendus discuter dans le salon. Lucia parlait de malentendus, prétendant vouloir tourner la page. Ma mère m'a appelé pour que je descende. Je savais bien que ce n'était qu'un énième piège, mais je ne pouvais pas me terrer indéfiniment. J'ai pris mon téléphone, lancé un enregistrement et je suis descendue. Lucia, installée sur le canapé, jouait la victime parfaite, menue, fragile. À mon arrivée, ses yeux se sont écarquillés comme sous le coup de la peur, mais j'ai surpris un furtif sourire qu'elle s'est empressée d'effacer. Elle a entamé un discours sur le pardon, la volonté d'avancer. Elle s'est approchée de moi, mais je n'ai pas bougé d'un poil, restant à bonne distance, mon téléphone bien en main pour tout enregistrer. Et puis, elle a tenté sa manœuvre. D'un coup, elle a poussé un cri, reculé brusquement, renversé une lampe qui s'est écrasée au sol, tout en hurlant que j'avais voulu l'attraper. Mais cette fois, ma mère avait tout vu. Je n'avais pas bougé d'1 centimètre. Pour la première fois, le masque de Lucia est tombé. Elle nous a regardés, perdus, comprenant qu'elle avait fait une erreur fatale. Ma mère, témoin direct de la scène, n'a pas été dupe. Lucia a essayé de rattraper le coup, prétendant avoir été surprise, qu'elle était nerveuse en ma présence. Mais le mal était fait, la supercherie éventée. Ma mère lui a demandé de partir. En ramassant ses affaires, Lucia m'a lancé un regard rempli de haine pure. Arrivée sur le pas de la porte, elle s'est penchée vers moi et a murmuré « Ce n'est pas fini. Je ferai en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. » Mais ses menaces sonnaient creux, désormais. Elle avait trop tiré sur la corde. Après son départ, ma mère est restée un long moment, abasourdie. Elle venait de voir la manipulation, la mise en scène, sans filtre. Pour la première fois, elle me croyait, sans la moindre réserve. Nous avons aussitôt appelé mon père pour qu'il rentre. Ensemble, nous avons relu tout ce que j'avais mis de côté, les preuves, les schémas, la progression parfaitement huilée de toute cette histoire. Mes parents étaient furieux, non pas contre moi, mais contre eux-mêmes d'avoir douté, et contre Lucia, pour avoir plongé notre famille dans ce cauchemar. Mais il fallait aller plus loin, car le réseau de Lucia continuait de diffuser sa version, imperturbable. Un revers ne l'arrêterait pas, il nous fallait une preuve indiscutable. C'est là que M. Cole nous a appelés.
Il avait réussi à obtenir les images de vidéosurveillance par les voies officielles. Impossible de me les remettre directement, mais il les avait consultées dans le cadre de la vérification des protocoles de sécurité. Ce qu'il y avait vu l'avait suffisamment alarmé pour qu'il en informe la direction du lycée et recommande l'intervention des autorités. Les images étaient sans appel. On voyait Lucia m'attendre, se positionner, préparer son téléphone. C'est elle qui venait vers moi, pas l'inverse. De quoi contrecarrer tout son récit. Les choses se sont enchaînées rapidement. L'administration de l'école, inquiète quant à sa responsabilité, a lancé sa propre enquête. D'autres vidéos ont été retrouvées, d'autres preuves de coordination. Certains complices de Lucia, convoqués officiellement, ont fini par reconnaître qu'on leur avait demandé de filmer certaines rencontres, de publier certains contenus en ligne. Le château de cartes s'écroulait. De son côté, Sarah a pris tous les risques pour nous fournir la pièce manquante. Des captures d'écran du groupe de discussion où Lucia exposait sans détour ses objectifs, ses étapes, sa volonté de me détruire par vengeance parce que je lui avais sauvé la vie. Les messages étaient accablants, révélant une volonté de nuire parfaitement assumée. Pourtant, alors même que la vérité éclatait, je n'ai ressenti aucune joie. Lucia luttait manifestement avec des troubles psychiques, un lourd traumatisme lié à sa tentative de suicide et à tout ce qui s'en était suivi. Sa douleur s'était transformée en soif de vengeance, mais tout venait d'une souffrance réelle. Peu à peu, les choses ont changé en ligne. Ceux qui s'étaient précipités pour me condamner ont commencé à douter. Certains se sont excusés, d'autres ont préféré disparaître, effaçant leurs messages, supprimant leurs commentaires. Le site web à mon sujet a été supprimé. Les employeurs de mes parents ont cessé leur pression. Des amis, parfois maladroitement, ont repris contact. L'université m'a appelé pour m'informer qu'elle n'avait plus de crainte concernant les accusations. Mais le mal était fait. Ma réputation était en miettes. Ma famille avait souffert. Ma confiance envers les autres était en ruine. Et Lucia, même démasquée, gardait autour d'elle quelques irréductibles convaincus que j'avais réussi à manipuler les preuves. Je repensais alors à la jeune fille que j'avais voulu sauver 3 ans plus tôt, celle aux jolis yeux qui m'avait serré la main. J'avais tellement voulu l'aider, être son héros. Au lieu de lui venir en aide, j'étais devenu celui qui l'opprimait, le symbole de tous ceux qui avaient brisé son indépendance. Pendant que je me préparais à partir pour l'université, essayant de sauver ce qui pouvait encore l'être de mon avenir, j'ai reçu un dernier message, envoyé d'un numéro inconnu. Cette fois, il n'y avait pas de menace, mais une sorte d'aveu, presque des excuses. On m'expliquait que Lucia avait été hospitalisée et qu'elle bénéficiait enfin du soutien dont elle avait besoin. Le message disait qu'elle comprenait à présent la gravité de ses actes, mais qu'elle était toujours incapable de me pardonner de lui avoir sauvé la vie ce jour-là. Elle avait ressenti le besoin d'avoir le contrôle sur quelque chose, et me détruire lui avait donné, même fugitivement, cette illusion de maîtrise. J'ai effacé le message sans répondre. De toute façon, il n'y avait plus rien à dire. Mes parents m'ont accompagné jusqu'à la fac par un matin d'août sous un ciel gris. Nous avons à peine échangé quelques mots pendant le trajet. Nous étions tous à bout de force, usés par des mois d'angoisse et de harcèlement. Mais malgré tout, nous étions ensemble, et nous avions traversé la tempête. En déchargeant mes affaires devant la résidence étudiante, j'ai vu d'autres familles faire la même chose. Des familles ordinaires, préoccupées par des soucis ordinaires, des jeunes tout excités en pensant à leur avenir, des parents partagés entre la fierté et l'inquiétude. Je les ai enviés pour la simplicité de leur vie. Mon colocataire avait l'air sympa. Il ne savait rien de moi, ni mon histoire, ni mon nom. C'était un nouveau départ, ou du moins, ce qui s'en rapprochait le plus à l'ère d'Internet. Je savais bien que mon passé finirait par refaire surface, que tôt ou tard quelqu'un ferait le lien et relancerait les rumeurs. Mais pour l'instant, je pouvais au moins prétendre être un étudiant comme les autres. Des images de vidéosurveillance irréfutables ? Par hasard, c'est Monsieur Cole qui y a accès au moment parfait. Et la visite soudaine de Lucia chez moi, c'était vraiment une coïncidence ? Elle avait été si méfiante, si prudente jusque-là. Pourquoi soudainement agir avec autant d'imprudence devant témoins ? Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'étudiant, j'ai repensé à nos choix. Celui que j'avais fait en sauvant Lucia, celui qu'elle avait fait en essayant de me détruire, ces décisions qui nous poursuivraient toute notre vie. J'avais sauvé sa vie, mais ce jour-là, je lui avais retiré quelque chose. Elle, en retour, avait tout tenté pour me briser. Au final, personne n'avait gagné. On y avait tous laissé des plumes. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, pour prendre de mes nouvelles, puis un de Sarah, m'encourageant, et même un bref courriel de Monsieur Cole pour s'assurer que je m'installais bien. Toutes ces personnes m'avaient soutenu quand tout semblait perdu. Cela comptait forcément. J'ai levé les yeux sur ma petite chambre, les murs vierges qui attendaient qu'on y accroche de nouveaux souvenirs, de nouvelles expériences. La vie d'étudiant que je m'étais imaginée ne ressemblait en rien à ça, mais c'était la mienne, désormais. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son du réveil de mon colocataire. Il a grogné, lancé un oreiller dessus, puis m'a proposé d'aller prendre le petit déjeuner. J'ai accepté. C'était insignifiant, banal,
Mais après des mois où tout sauf la normalité était la règle, ce simple geste avait des allures de victoire. Les cours ont repris, je m'y suis plongé, heureux d'avoir enfin quelque chose pour m'occuper l'esprit. Ironie du sort, c'est la psychologie qui est devenue ma matière préférée. Comprendre les raisons derrière les comportements, la façon dont le traumatisme peut façonner une personnalité, comment la douleur peut se transformer en quelque chose de destructeur. Les semaines ont filé. Mon histoire n'a pas ressurgi aussi vite que je le craignais, et quand elle est finalement revenue sur le tapis, la réaction de mes voisins m'a surpris. Certains étaient curieux, d'autres compatissants, quelques-uns m'évitaient, mais la plupart comprenaient à demi-mot qu'il y a toujours deux versions à une histoire. J'ai même noué de véritables amitiés, avec des gens qui connaissaient mon passé, mais choisissaient de me voir autrement. On n'en parlait pas beaucoup, mais quand le sujet venait, ils m'écoutaient sans juger. Un soir, en révisant à la bibliothèque, je suis tombé sur un article relatant l'intervention de Lucia lors d'une conférence sur la santé mentale. Elle y racontait sa survie. L'article évoquait aussi le garçon qui avait appelé les secours, sauvant sa vie. Aucun nom n'était cité, et le ton restait sobre, factuel. Elle suivait son propre chemin, elle aussi à sa façon. J'ai refermé l'article et repris mes révisions. Nous avancions, chacun de notre côté, avec nos cicatrices et nos histoires. La fille aux jolis yeux qui avait voulu en finir, le garçon qui l'avait sauvé et qui l'avait payé cher. Deux ados dont les choix avaient tout bouleversé. Mon téléphone a vibré. Le groupe d'études voulait savoir si je venais. J'ai rangé mes affaires et quitté la bibliothèque, attiré par les voix, les rires et la promesse de drames étudiants ordinaires, totalement déconnectés du passé. En vérité, je referais tout pareil. Même en connaissant le prix à payer, je passerais ce coup de fil parce que Lucia était encore en vie. Tourmentée, en colère, certes, mais vivante. Elle avait la chance de pouvoir guérir, de changer, de devenir celle qu'elle était censée être. Ça devait bien valoir quelque chose. En traversant le campus, j'ai pensé aux secondes chances. Lucia avait eu la sienne, qu'elle le veuille ou non. Moi, c'était maintenant mon tour, à construire une existence au-delà de tout ce qui s'était passé. Nous ne nous reparlerions probablement jamais. Les blessures étaient trop profondes, la douleur trop vive. Mais quelque part, elle vivait la vie que je lui avais rendue. Et moi, je vivais la mienne. Ce n'était pas la fin que ni l'un ni l'autre n'aurions imaginée, mais c'était une fin avec laquelle on pouvait vivre. Le premier signe que ce nouveau départ n'était pas aussi neuf que je l'espérais est apparu à la fin de mon 2e mois à la fac. Je rentrais d'un cours de psycho quand j'ai aperçu une silhouette familière de l'autre côté de la cour. J'ai senti mon estomac se nouer. Marcus Roival se tenait près du bâtiment des étudiants, en pleine discussion avec un type de ma résidence. Pris de panique, je me suis précipité à la bibliothèque, le cœur battant à tout rompre. La présence de Marcus ici n'avait rien d'un hasard. L'université était à 2 heures de chez moi, et il n'avait jamais parlé d'y venir. Je l'ai observé par la fenêtre pendant qu'il montrait quelque chose sur son portable à l'étudiant, qui a ensuite désigné le bâtiment de mon dortoir. Ce soir-là, mon colocataire m'a semblé bizarre. Il me jetait des regards en coin, tout en faisant mine de bosser, et son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il a marmonné qu'il était crevé, puis il a filé dans la salle commune. Les jours qui ont suivi, l'ambiance dans mon dortoir a changé du tout au tout. Dès que je posais un pied dans une pièce, les conversations s'arrêtaient net. Les personnes qui m'avaient toujours accueilli chaleureusement sont soudain devenues pressées, fuyantes. Le groupe d'études ne m'invitait plus et mes nouveaux amis avaient mystérieusement toujours quelque chose d'urgent à faire. Ce scénario, je le connaissais par cœur. L'isolement, encore une fois. Mais comment était-ce possible? Lucia était censée recevoir de l'aide, se concentrer sur sa propre guérison. Ou alors, peut-être que ce n'était qu'un leurre. Un soir, Sarah m'a envoyé un message, très tard, pour m'avertir. Elle avait remarqué que d'anciennes conversations de groupe redevenaient actives. En réalité, Lucia était sortie de l'hôpital depuis plusieurs semaines déjà. Elle avait réussi à convaincre les médecins qu'elle allait mieux, qu'elle avait compris ses erreurs. Mais selon des amis communs, Sarah avait appris que Lucia préparait un nouveau coup, ce qu'elle appelait son projet final. J'ai alors recommencé à tout consigner. Les regards insistants, les conversations qui s'arrêtaient lorsqu'on arrivait, la façon dont certains se mettaient à pianoter sur leur téléphone dès que je passais. Mais cette fois, pas question d'attendre de replonger dans la spirale. Il fallait deviner par avance ce que Lucia préparait. Au même moment, mon prof de psycho nous avait demandé une dissertation sur les réactions au traumatisme et la reconstruction. À mesure que je faisais mes recherches, je comprenais mieux les mécanismes de Lucia, ce besoin compulsif de tout contrôler, son incapacité à lâcher prise, et cette façon dont la douleur se transformait en agressivité contre ceux qu'elle rendait responsables de la perte de son autonomie. Cela n'excusait rien, mais ça rendait ses actes plus lisibles. C'est là que je suis tombé sur le fameux compte Instagram. Truth About Predators avait commencé à poster juste après la sortie de Lucia. Les publications étaient soigneusement anonymes, jamais de nom, mais les détails étaient limpides. On y lisait des histoires d'un étudiant accusé d'avoir harcelé des femmes fragiles, des images issues de caméras de surveillance qui ressemblaient furieusement à mon dortoir, des photos prises sous des angles qui trahissaient une filature. Le compte a rapidement gagné en audience.
Dans mon université, la protection des victimes, c'est sacré. Et tout était fait pour appuyer là où ça fait mal. Du jour au lendemain, des inconnus se sont mis à m'observer au self, à me suivre entre deux cours. J'ai tenté de signaler le compte, mais il réapparaissait sans cesse, de plus en plus malin, de plus en plus crédible. Cette fois, Lucia avait retenu la leçon. Elle ne s'exposait jamais directement, elle laissait la machine s'emballer toute seule, avec l'appui d'autres gens qui pensaient agir pour une bonne cause. Mes notes ont commencé à dégringoler. Impossible de se concentrer sur les maths quand on sait qu'on est pris en photo en pleine classe, ni de rédiger un essai sereinement avec la peur permanente d'un ordinateur piraté. Cette paranoïa, c'était exactement ce qu'elle cherchait à provoquer. Un soir, mon coloc a craqué et m'a montré les messages qu'il recevait. Des comptes anonymes lui conseillaient de faire attention, de ne surtout pas vivre avec moi. Il recevait des liens sur la sécurité sur le campus, des histoires suffisamment crédibles pour semer le doute. Il m'a dit qu'il avait demandé à changer de chambre, par précaution. J'ai passé la nuit entière à la bibliothèque, incapable de rentrer. C'est là que j'ai rencontré Théo. Étudiant en 3e année, il assurait la permanence au bureau d'aide le soir. Il avait remarqué que je traînais là tous les soirs cette semaine et m'a simplement demandé si ça allait. Son attitude, vraiment attentionnée, m'a désarmé. J'ai fini par lui raconter, pas tout, mais l'essentiel. Quelqu'un de mon passé essayait de me détruire. Je me sentais piégé, complètement seul. Théo m'a écouté, sans juger, et m'a parlé de sa propre histoire, de sa première année, quand son ex avait lancé une campagne de dénigrement après leur rupture. Il m'a expliqué comment il avait tout noté, comment il avait appris à s'entourer, à ne pas laisser la souffrance des autres détruire sa vie à lui. Il m'a présenté à d'autres étudiants qui avaient vécu des situations similaires. Ce n'était pas un groupe de soutien officiel, juste des jeunes qui savaient ce que ça faisait d'être pris pour cible. Ils m'ont donné des conseils très concrets. Comment vérifier s'il y avait des caméras planquées, sécuriser ses réseaux, repérer les manipulations. Mais Lucia était toujours un coup d'avance. Les comptes Instagram devenaient plus pointus, plus pervers, ils laissaient filtrer des détails que seuls des anciens de notre lycée pouvaient reconnaître, suffisamment déformés pour faire peur. Mon nom, jamais cité, mais quiconque me connaissait faisait instantanément le lien. J'ai été convoqué par la sécurité du campus. Plusieurs signalements à mon sujet, rien de tangible, mais ils ouvraient quand même un dossier. On m'a conseillé d'aller voir un psy, donner des brochures sur le bon comportement, et l'agent de sécurité m'a lancé ce regard qui ne laisse planer aucun doute. Il n'y a pas de fumée sans feu. J'avais l'impression de retomber dans le même piège. Mais cette fois, Théo et sa bande étaient là. On a commencé à rassembler nos propres preuves. Analyse des IP des comptes anonymes, repérage des horaires de publication, identification de photos tirées de banques d'images pour inventer de fausses victimes. Puis un soir, Sarah m'a renvoyé un message paniqué. Elle avait surpris une conversation glaçante. Lucia allait s'installer sur le campus, pas juste passer, non, elle venait pour de bon. Elle avait convaincu ses parents que vivre à proximité aiderait à sa guérison et ils l'avaient aidée à prendre un appart hors campus. La prochaine étape était lancée, et je savais déjà que ce serait pire qu'avant. Sur place, elle aurait accès à tout. Mon emploi du temps, mes habitudes, mes cachettes. Elle pourrait organiser des rencontres prétendument fortuites, peaufiner son récit minute par minute. J'ai envisagé de partir, de changer d'université, tout recommencer ailleurs, mais fuir n'aurait fait que donner raison à tous ces mensonges, et rien ne disait qu'elle ne me retrouverait pas. Il fallait que ça cesse ici. Théo m'a aidé à me préparer. Cartographie du campus, repérage des caméras et des angles morts, organisation d'un système de binôme pour ne jamais être seul dans les moments à risque. On a même sollicité Monsieur Cole qui a accepté de rédiger un témoignage sur ce qu'il avait vu, même si on savait très bien que face à l'administration, ça ne pèserait pas bien lourd. Et puis il y a Marcus qui joue au détective avec son téléphone en tentant de passer pour un simple touriste. Franchement, qui fait 2 heures de route juste pour admirer l'architecture du campus. Le jour où Lucia est arrivée, je l'ai senti tout de suite. L'ambiance a changé du tout au tout. Ceux qui commençaient à douter des rumeurs retrouvaient soudain une assurance nouvelle, portée par les histoires qui circulaient à nouveau et les témoins qui surgissaient de partout. La première fois que je l'ai vue, c'était devant le bâtiment de Psycho. Elle avait changé, semblait plus en forme, plus affirmée. Elle discutait avec un groupe d'étudiants, animée, souriante, gesticulant avec enthousiasme. Quand elle m'a remarqué, elle n'a laissé transparaître aucune émotion, continuant sa conversation comme si je n'existais pas. Mais je savais que tout était calculé. Elle voulait marquer son territoire sur le campus, tisser sa toile, étoffer son réseau. Chacune de ces interactions était un pion déplacé dans sa stratégie. Au début, tout était subtil. Elle apparaissait systématiquement au café juste après mon arrivée, me forçant à choisir entre rester ou partir. Elle s'installait discrètement au fond de l'amphi pendant mon cours de psycho, alors qu'elle n'était même pas inscrite sur la liste. Elle était partout et nulle part, toujours visible mais jamais vraiment accessible. Petit à petit, mes nouveaux amis se sont retrouvés pris pour cible. Théo a reçu des messages de menaces, anonymes bien sûr. D'autres ont vu leurs réseaux sociaux piratés, leurs photos gênantes exposées. Le message était clair, prendre mon parti avait des conséquences. Certains se sont éloignés, ce que je ne pouvais pas leur reprocher, mais d'autres, comme Théo, sont restés. J'ai déjà eu affaire à des harceleurs, ce n'est pas cette fois que je les laisserai gagner, m'a-t-il assuré. La solution est venue là où je ne l'attendais pas.
Ma prof de psycho m'a prise à part après le cours. Elle avait remarqué que Lucia assistait régulièrement à ses cours sans y être inscrite et avait reçu, elle aussi, des mails anonymes me concernant, manifestement montés de toutes pièces. En spécialiste du comportement humain, elle savait reconnaître la manipulation dès qu'elle la croisait. Ne pouvant pas intervenir directement, elle m'a tout de même conseillé de me renseigner sur les procédures universitaires en matière de harcèlement et de harcèlement obsessionnel. Pas dans l'idée de porter plainte tout de suite, ce qui aurait pu se retourner contre moi, mais pour connaître mes droits et mes options. Elle m'a aussi précisé que le fait d'assister à des cours sans autorisation était pris très au sérieux par l'université. C'est là que j'ai eu une idée. Au lieu de me défendre contre les attaques de Lucia, pourquoi ne pas documenter ces véritables entorses au règlement? Présence non autorisée en cours, accès à des bâtiments avec le badge d'un autre, création d'un climat hostile. Avec Théo, nous avons tout noté méticuleusement, sans nous laisser distraire par les comptes anonymes ou les rumeurs, mais en nous concentrant sur la présence physique de Lucia. Quand elle assistait à mes cours, quand elle entrait dans ma résidence sans autorisation, quand elle me prenait en photo à la volée, nous en gardions une trace. Les caméras de surveillance l'avaient filmée en train de s'infiltrer dans des bâtiments réservés, les relevés d'entrée prouvaient ses mensonges, des photos montraient qu'elle me photographiait pendant les cours. Mais je savais que cela ne suffirait pas, qu'il lui faudrait aller trop loin, encore une fois, comme chez moi. Je devais provoquer une situation où son masque tomberait devant témoins. L'occasion s'est présentée lors d'un atelier sur la sécurité du campus, consacré au rôle des témoins. J'étais sûr que Lucia ne raterait pas ce genre d'événement. Effectivement, elle était là, bien installée, entourée d'étudiants déjà sous son charme. Au cours de la discussion, l'animatrice a demandé si quelqu'un s'était déjà senti en insécurité sur le campus. J'ai levé la main, calmement, sans accuser personne, et j'ai raconté ce que c'est que d'être suivi entre les cours, photographié sans consentement, d'avoir quelqu'un qui assiste à ses cours sans être inscrit. J'ai vu Lucia tressaillir, ce n'était pas prévu dans son scénario. Lorsque l'animatrice a demandé plus de précision, j'ai donné les dates, les lieux, les horaires. D'autres étudiants ont commencé à acquiescer, reconnaissant certains comportements. Lucia a fini par réagir. Parfois, les gens se trompent sur le sens de certains gestes et les perçoivent comme menaçants, a-t-elle lancé, en ajoutant que la personne dont je parlais avait peut-être de bonnes raisons d'être là. Sa voix était posée, mais je sentais la colère qui couvait. L'animatrice, rompue à la détection de la manipulation, a saisi tout de suite ce qui se jouait. Elle a recentré la discussion, mais je l'ai vue prendre des notes. Après l'atelier, elle a demandé à parler séparément à Lucia et à moi. Je suis passé la première, lui présentant tout notre dossier. À mesure qu'elle découvrait les preuves, son expression devenait de plus en plus inquiète. Il n'était plus question de rumeurs ou de réseaux sociaux, mais d'infractions réelles au règlement. Quand Lucia est sortie de son entretien, le visage écarlate, elle venait d'apprendre qu'assister à des cours sans inscription pouvait mener à l'exclusion, que photographier des étudiants sans leur accord violait la politique de confidentialité, qu'elle devrait justifier sa présence sur le campus. Mais elle n'en avait pas fini. Dans la nuit, les comptes anonymes ont explosé de nouveaux faux contenus, des captures d'écran inventées, des photos truquées pour me discréditer, tout cela pour me faire tomber avant que l'administration n'intervienne. À 2h du matin, Théo m'a appelé, paniqué. Quelqu'un a signalé à la police que tu préparais quelque chose de dangereux. Plusieurs signalements anonymes ont été faits. La police te cherche. Moi, je suis resté calme. J'ai moi-même prévenu la sécurité du campus et expliqué la situation. J'étais dans ma chambre, à ma place, tranquille. Quand les agents sont arrivés, j'ai coopéré sans difficulté. Ils ont vite compris qu'il s'agissait de fausses alertes, mais le mal était fait. Un dossier de plus, une nouvelle mention d'intervention policière. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'en avais assez de subir. Je me suis rendu au bureau administratif et j'ai déposé officiellement plainte, non pas à cause des rumeurs ou des réseaux sociaux, mais pour les faits avérés. Présence en cours sans autorisation, prise de photos illégales, faux signalement à la police. J'ai donné le nom de Lucia, apporté toutes mes preuves, les vidéos, les témoignages, le schéma précis de ses agissements. J'ai joint aussi la déclaration de M. Cole et les documents du lycée pour montrer à quel point le harcèlement durait. Cette fois, l'administration ne pouvait plus détourner le regard. Il ne s'agissait plus de simples paroles, mais de faits, appuyés par des preuves. L'enquête a été ouverte. Lucia a voulu faire passer tout ça pour de simples représailles, mais les preuves étaient écrasantes. Les images de vidéosurveillance ne laissaient aucun doute, et les faux signalements qu'elle avait faits à la police étaient facilement traçables. Même ses propres amis, interrogés officiellement, ont fini par admettre qu'elle leur avait demandé de me surveiller et de rapporter le moindre de mes mouvements. L'enquête a duré 2 semaines, durant lesquelles Lucia s'est enfoncée dans une spirale. Elle a déclenché une nouvelle scène, cette fois dans le réfectoire, essayant clairement de me pousser à bout. Mais j'étais prête. Je suis restée en retrait, calme, laissant son numéro se dérouler devant des centaines de témoins. Voyant que je ne réagissais pas, elle a commis sa plus grosse erreur. Elle m'a attrapé par le bras alors que je m'apprêtais à partir, en criant que je fuyais encore et que je refusais d'assumer mes actes. Sauf que cette fois, des dizaines de téléphones ont tout filmé. On me voyait partir tranquillement, elle m'empêchait physiquement de le faire, son agressivité éclatait au grand jour. Les agents de sécurité sont intervenus et la scène a été enregistrée par plusieurs caméras.
C'était impossible de travestir les faits. Lucia laissait enfin tomber le masque et personne ne pouvait plus l'ignorer. Une semaine plus tard, le verdict de l'administration est tombé. Lucia était bannie du campus et toute tentative de revenir sans autorisation serait considérée comme une infraction. Les faux signalements ont été transmis à la police locale et plusieurs étudiants qui avaient participé à la diffusion de rumeurs ont été officiellement avertis. Pourtant, même après sa chute, Lucia n'a pas renoncé. Elle a publié un long message sur les réseaux sociaux, clamant qu'on voulait la faire taire et que des institutions puissantes protégèrent des coupables. Certains l'ont cru, ils continueront sans doute, mais la plupart avaient enfin compris son jeu. Les preuves étaient tout simplement trop accablantes. Je croyais que tout était enfin derrière moi. Mais un mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas de Lucia, mais de ses parents. Ils s'excusaient de n'avoir rien vu et expliquaient qu'elle recevait enfin une véritable aide, une thérapie intensive avec des professionnels qui comprenaient sa situation. Ils me remerciaient de lui avoir sauvé la vie 3 ans plus tôt, même si elle n'en était pas consciente. Ils avaient joint une lettre de Lucia. J'ai hésité à l'ouvrir. Son écriture avait changé, elle semblait moins assurée. Elle ne s'excusait pas vraiment, mais reconnaissait ses actes. Elle parlait de sa thérapie, du fait qu'elle comprenait maintenant son besoin de tout contrôler et qu'elle apprenait à vivre avec le fait que je lui avais retiré ce choix. Elle terminait en disant qu'elle allait être transférée dans une école à l'autre bout du pays et que nos chemins ne se croiseraient plus. Je n'ai pas répondu. Je n'en voyais pas l'utilité. J'ai gardé la lettre pourtant, comme un rappel que même nos pires choix peuvent venir d'une grande souffrance. Le reste de ma première année s'est passé paisiblement. Les rumeurs se sont dissipées, d'autres histoires ont éclipsé la mienne. Quelques regards méfiants subsistaient, mais la plupart des gens étaient passés à autre chose. J'ai réintégré mes groupes de travail, rencontré de nouveaux amis, reconstruit ce qui avait été brisé. Théo est devenu mon ami le plus proche. Traverser tout ça ensemble avait tissé un lien solide entre nous. Il m'a présenté sa petite amie, Margaret, qui elle aussi avait eu affaire à un harceleur. À 3, on a formé notre propre cercle de soutien. Mes notes sont remontées et mon prof de psycho est devenu un véritable mentor, m'aidant non seulement à comprendre ce qui s'était passé, mais aussi pourquoi. J'ai d'ailleurs choisi de rédiger mon mémoire de fin d'année sur les réactions au traumatisme et le cycle victime-agresseur. C'est sans doute mon meilleur travail. Sarah est restée présente. Elle était fière de la façon dont j'avais traversé cette épreuve, de m'être défendue sans tomber dans la cruauté. Elle postulait à l'école de droit, inspirée de voir qu'on pouvait parfois faire fonctionner le système. Monsieur Cole m'a envoyé un mail à la fin de l'année. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait que je sache qu'il était fier de moi. Il m'a rappelé qu'on ne regrette jamais d'avoir sauvé une vie, même si la personne ne s'en rend pas compte. L'été est arrivé, synonyme de nouveau départ. J'ai choisi de rester sur le campus, de suivre quelques cours et de travailler à la bibliothèque. Que les parents de Lucia m'écrivent pour me remercier de lui avoir sauvé la vie alors qu'elle essayait de détruire la mienne me paraissait étrange. Toute la dynamique familiale m'échappait. Où était-il pendant tout ce harcèlement qui nécessitait aujourd'hui une thérapie poussée? J'avais besoin de me réapproprier cet endroit, de créer des souvenirs qui n'auraient de plus rien à voir avec la peur ou la paranoïa. Un soir, j'étudiais à mon coin favori quand mon téléphone a vibré. Pendant une seconde, j'ai eu une montée d'angoisse, redoutant un nouveau message anonyme. Mais non, c'était juste ma mère qui m'envoyait des photos d'un barbecue en famille. La vie normale, qui continuait malgré tout. C'est là que j'ai compris que Lucia n'avait pas gagné. Elle avait tout fait pour m'enlever ma vie, petit à petit. Mais j'avais tout reconstruit, à chaque fois. Ma famille m'aimait toujours. J'avais de vrais amis fidèles. J'étais encore à la fac, en route vers mon avenir. Les cicatrices étaient là, bien sûr. Je regardais encore parfois derrière moi plus que nécessaire. Mon cœur battait trop fort dès que j'apercevais quelqu'un qui pouvait lui ressembler. Mais moi aussi, je guérissais, tout comme elle. En rangeant mes livres ce soir-là, cette drôle de symétrie m'est revenue. 3 ans plus tôt, j'avais sauvé Lucia et bouleversé nos 2 histoires. Elle avait passé des années à vouloir détruire la mienne en retour. Pourtant, au bout du compte, nous étions encore là, debout, à chercher notre route. Le campus était calme tandis que je regagnais ma chambre. Quelques groupes d'étudiants d'été riaient devant le téléphone de l'un d'eux. Cette normalité me semblait précieuse. J'étais juste une étudiante parmi tant d'autres, anonyme, et c'était parfait. Mon téléphone a vibré de nouveau. C'était Théo qui me proposait une pizza avec Margaret. J'ai souri et accepté. La vie reprenait son cours, un moment ordinaire après l'autre. C'était tout ce que j'avais toujours désiré. Rien à voir avec être un héros ou un vilain. Juste vivre la vie banale d'un étudiant, avec ses tracas d'examen et ses plans du week-end. Lucia avait tenté de m'en priver. Elle s'était acharnée. Mais au final, elle avait échoué. J'étais encore là, fidèle à moi-même, prêt à croire au meilleur chez les autres, envers et contre tout. En entrant dans ma chambre, j'ai pris ma décision. Cette histoire allait me servir de leçon, mais elle ne définirait pas qui j'étais. J'avais sauvé quelqu'un, j'en avais payé le prix, mais j'avais aussi appris à me sauver moi-même.
à défendre mon avenir. Le lendemain apporterait son lot de défis, mais cette fois, ce seraient des soucis ordinaires, des cours à suivre, des devoirs à rendre, des amis à retrouver, bref, tous ces petits tracas dont je rêvais quand la campagne de Lucia me paraissait insurmontable. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre, le cœur plus léger que depuis bien longtemps. Peu importe ce qui se présenterait par la suite, j'étais prêt. Pas parce que j'étais particulièrement fort ou remarquable, mais parce que j'avais compris qu'au fond, la plus belle des revanches, c'est de refuser de se laisser briser. La porte s'est refermée derrière moi dans un petit clic discret. Dehors, la vie du campus continuait tranquillement. À l'intérieur, j'ai allumé mon ordinateur et je me suis mis à mes cours d'été. Un étudiant parmi tant d'autres, une soirée comme une autre, un pas de plus vers l'avenir que j'avais choisi. Ce n'était sans doute pas la fin qu'on aurait imaginé, ni elle ni moi il y a 3 ans, mais c'était réel, c'était le mien et c'était suffisant. Merci d'être allé jusqu'au bout, d'avoir supporté mes petites remarques. J'ai adoré partager tout ça avec vous. Toujours un plaisir d'être votre compagnon de route. On se retrouve très vite. Et si vous êtes arrivé jusque-là, laissez-moi un commentaire. J'adore vous lire.